Sunderlight Productions. C'est déjà l'épisode 100. Ça fait 4 ans que je fais ce podcast. Ça fait 4 ans que tous les 15 jours, j'ai un nouvel épisode qui sort. À l'époque, j'avais créé les numérotations d'épisodes en laissant un double 0 devant, en me disant ce serait cool si j'arrivais à 100 épisodes. Et puis ben voilà, on y est. Donc finalement, j'ai bien fait de commencer comme ça. Déjà 4 ans, pile, on va y revenir, mais on va commencer par le commencement. Vous êtes tout est dans l'heure du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de moi-même. « 100 épisodes. Bonjour moi, je n'ai pas dansé sur le générique comme certains de mes invités. Mais ouais, 100 épisodes, il y a 4 ans, tout pile, je suis en train d'enregistrer cet épisode. On est en décembre 2023. Le premier épisode, il a été enregistré courant décembre 2019, de mémoire vers le début du mois, peut-être le maximum le 10, il faudrait que je retrouve dans les fichiers. C'était il y a pile 4 ans, j'ai appelé mon pote Cyril et je lui ai dit « Écoute, j'ai envie de lancer un podcast, est-ce que ça te dit de m'aider ?» Et il a débarqué très gentiment dans mon salon. On s'est posé avec mon petit enregistreur Zoom à l'époque, ça aussi ça a bien évolué depuis, et on a enregistré cet épisode qui était le 001 dans l'œil de Cyril Zexer, photographe culinaire. Le son n'était pas très très bon, il y avait plein de choses à améliorer, mais bon, par contre la conversation était intéressante et ça j'ose espérer que c'est quelque chose qui a jamais vraiment changé et que ça a apporté des choses aux gens. En tout cas, c'est toujours un des top épisodes du podcast, et voilà, on est 4 ans plus tard, 100 épisodes plus tard, des écoutes avec 5-0 derrière. C'est chouette de voir que c'est suivi, c'est chouette de voir que j'ai bien fait d'insister, et qu'il y a un vrai retour et une vraie communauté qui se forme autour de tout ça. Et merci d'écouter, merci d'être là. Je vous le rappelle parce que c'est important aussi de mon côté, ça ne coûte rien, c'est vraiment gratuit de votre côté à vous. Mais si vous me laissez une note et un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur n'importe quel annuaire en fait qui les accepte, ça m'aide énormément en termes de classement. Ça me fait remonter très fort, très haut, très vite. Ça me rend beaucoup plus visible. Et quand je suis beaucoup plus visible, j'ai plus d'auditeurs. Et quand j'ai plus d'auditeurs, je peux faire plus de choses. Et voilà, donc merci à tous. N'hésitez pas à aller laisser un petit mot, une note. Et ce sera un joli cadeau de Noël pour moi si vous faites ça. En parlant de cadeau de Noël, moi j'en ai un pour vous. Je vais vous expliquer ça rapidement. J'ai gagné la Rice Cup. On va y revenir un petit peu plus loin. Mais si vous vous souvenez l'an dernier de l'interview d'Oliver Sayard, vous savez ce que c'est que la Rice Cup. Et avec la Rice Cup, j'ai gagné plein de livres, dont un que j'avais déjà, qui est le livre d'Éric Bouvet, Élévation, qui est un magnifique livre sur ses 5 ans à crapahuter dans les montagnes avec une chambre photographique qui, de mémoire, doit faire dans les 20 kilos. Donc, vous imaginez se lever à 4 heures du matin, grimper la montagne avec tout ça pour faire une photo, parfois revenir avec rien. Mais en tout cas, ça a donné ce résultat magnifique qui est ce livre Élévation, qui est presque épuisé d'après mes sources. Et donc j'en ai 2. J'avais acheté déjà un livre que j'ai fait dédicacer par Eric et j'en ai gagné un puisque Eric était intervenant dans un workshop à Rise Up. J'en ai gagné un en gagnant la Rise Cup et j'ai décidé que j'allais l'offrir à un auditeur du podcast. Donc ça va se faire comme un concours Instagram, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous allez avoir un post Instagram qui va sortir en même temps que cet épisode. Ça va être celui qui est consacré à cet épisode, dans lequel je vais vous demander de me suivre, de suivre Eric et de suivre le podcast et donc me suivre moi en tant que photographe. Donc ma page, vous aurez tous les liens dans le post Instagram, de faire un commentaire en taguant 3 personnes. C'est le truc classique pour gagner des abonnés. Mais voilà, en tout cas, il y aura un tirage au sort à la fin. Je n'ai pas la moindre idée de comment ça fonctionne. Donc je vais vous demander d'être un peu indulgent, mais je ferai en sorte que ça marche et que ce soit le plus impartial possible. Et le tirage au sort, je pensais le faire le 24 décembre. Comme ça fera un joli cadeau de Noël
à la personne qui le gagne. Elle le recevra en retard, mais elle saura qu'elle l'a gagné. Et Eric a gentiment proposé de dédicacer le livre et peut-être même de le dédicacer en personne. Si la personne vient chercher son livre à Paris, on pourra peut-être se rendre à son atelier. Il faut que je vois comment ça peut se goupiller. Mais dans tous les cas, le livre sera dédicacé. Moi, j'irai d'une manière ou d'une autre le faire dédicacer par lui avant de l'envoyer. En tout cas, voilà. C'est mon petit cadeau de fin d'année. J'espère que ça vous fera plaisir. J'espère que ça fera plaisir à la personne qui le recevra. Et on va arrêter avec la promotion du podcast parce que je vous ai demandé de laisser une note, je vous ai demandé de me liker, je vous ai demandé de me suivre sur Instagram, de me faire ma pub. Voilà, c'est en tout cas si vous suivez le podcast et que vous en retirez quelque chose, déjà c'est la plus belle récompense. Et ce qui est arrivé cette année où j'ai eu quand même quelques témoignages de gens, dont un en direct dans le podcast avec Eric Potier, qui m'ont dit en fait ça a changé quelque chose et ça m'a permis de me lancer. C'est génial. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Le podcast, à la base, est un peu égoïste, mais quand je décide de le partager, c'est pour ça. J'espère que ça vous sert au quotidien. J'espère qu'il y a des gens qui ont progressé grâce à ça et que vous en tirez quelque chose parce que c'est vraiment la plus belle récompense que je puisse espérer en retirer. On va faire la promo des copains aussi parce que je trouve que c'est plutôt sympa comme initiative. J'ai un groupe d'amis photographes de mariage qui ont lancé une convention qui s'appelle Cocktail de Conve. Il leur reste quelques places, pas tant que ça, mais il en reste quand même quelques-unes. Et si je peux aider à le remplir, tant mieux. C'est une convention qui est orientée photo et vidéo de mariage, mais pour moi, ça peut être intéressant pour tout le monde vu que c'est quand même le job photo le plus complet. La convention n'est pas très chère, de mémoire, ça doit être un peu moins de 300 €. Ça se passe à Toulouse fin février. C'est des valeurs que j'aime bien. C'est de la rencontre, c'est du soutien mutuel. Je les connais, donc je sais que c'est des gens que j'ai envie de soutenir et que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Il y a du partage d'expérience. L'idée, c'est de tirer la profession vers le haut et vous savez que ça me tient à cœur. Donc, je leur fais volontiers un petit coup de projecteur. Et si vous les découvrez par ce podcast et que vous y allez, faites-moi un petit coucou. Dites-moi que voilà, vous les avez découverts et que vous y allez grâce au podcast. Ça serait cool que des gens arrivent de ma part. Le site, c'est cocktail-conve.com. Donc cocktail comme un cocktail, COCKTAIL-THE-CONV.com. Pour les gens qui se demandent si j'y serai, malheureusement, je n'y serai pas. J'aurais aimé, mais ça m'a même été en discussion. Mais j'aurai un bébé début février, fin janvier, début février. Et logiquement, j'ai envie de profiter un petit peu de ma famille. Donc, je serai à la prochaine sans faute. Mais cette année, ça se fera sans moi. Le premier thème que je voulais aborder, c'était la Rice Cup. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Je suis pas très compétitif, vous le savez, on va y revenir. Mais l'an dernier, je recevais Oliver Sayard qui l'avait remporté. Et à un moment dans l'épisode, je me suis demandé, quand je t'ai vu la gagner, je l'ai vu, il bondissait dans tous les sens. Et on aurait dit qu'il était monté sur ressort. Et je me suis dit, mais si je la gagnais, je ne serais pas capable d'être aussi expansif que toi. Je pense que je serais un peu timide et un petit peu pas réticent à la recevoir. Mais bon, c'est cette espèce de truc où on baisse la tête en disant, ouais, bon, j'ai eu de la chance. Et j'avais tort. Et c'est une des évolutions que j'ai eues cette année. C'est terrible de dire ça. J'ai découvert ça dans Barbie, le film que j'ai été voir comme pas mal de monde. Dans Barbie, au tout début du film, il y a une des Barbie qui gagne un prix. Je ne sais plus lequel c'est, mais pour son travail dans un domaine très pointu. Et elle le reçoit et elle dit « Je vous remercie pour ce prix. J'ai beaucoup travaillé pour le recevoir et je le mérite. » Ça a été une vraie prise de conscience, cette phrase. Comme quoi ce film était bien plus profond que ce qu'on a pu penser, mais enfin, je pense que tout le monde le savait. Ça a été une vraie prise de conscience parce que jusqu'à maintenant, en fait, quand je recevais un prix, quand je recevais un compliment, quand je recevais quelque chose, j'avais tendance à baisser la tête et à dire « ouais, j'ai eu de la chance » et à pas l'accepter réellement. Ce que je trouve aujourd'hui être presque insultant pour les gens qui vous le donnent, en fait, qui vous offrent ce compliment, qui vous offrent ce prix, qui vous offrent cette reconnaissance. Quand on reçoit une reconnaissance, il faut l'accepter parce que déjà on l'a mérité. On a l'impression de ne pas avoir travaillé. Peut-être quand on est photographe, on a l'impression de ne pas avoir travaillé, de ne pas l'avoir mérité, que c'est quelque chose qu'on aime et que c'est pas un effort. En réalité, et le podcast m'a aussi aidé à comprendre ça,
c'est un énorme travail de tous les instants, d'être photographe, d'être podcasteur, d'être dans un milieu créatif, de faire ce genre de choses. Et c'est important de s'en rendre compte, de l'accepter par rapport aux autres, de l'accepter par rapport à soi, et donc d'accepter les honneurs qui vont avec, en ouvrant le plus grand les bras possible, parce que c'est vraiment accepter l'honneur qu'on vous fait, et donc rendre hommage à la personne qui vous le fait. Et c'est aussi vous valoriser vous-même, et c'est assez important finalement de prendre conscience de ce qu'on a fait, et de tout ce que ça implique. Donc la Rise Cup, cette année j'ai participé, cette année j'ai gagné, et donc j'ai pu constater en vrai ce que ça fait de gagner la Rise Cup, de se retrouver face à tout le monde. Quand vous mettez la coupe dans les bras, la coupe c'est cette espèce de morceau de bois géant qui est dans le logo de Rise Up, et de la soulever en fait. Et contrairement à ce que je pensais, j'y ai été de très bon cœur. J'ai peut-être pas dansé comme Oliver, mais je l'ai vraiment levé en criant. Et j'étais content de la gagner. J'étais d'autant plus content de la gagner qu'en face, il y avait quand même des belles séries. Il y avait Sylvain Bouza avec sa série pakistanaise, pour laquelle il est venu dans le podcast. Je l'avais reçu, donc c'est vous dire que je la trouvais vraiment, vraiment belle et vraiment intéressante. Il y avait Pierrick Roland avec l'accouchement de sa femme qui a déraillé, où en fait il a photographié l'accouchement de sa femme qui se passe chez lui finalement, parce que le temps de réagir, le bébé est né chez lui, donc avec intervention des pompiers et tout, et la série photo est absolument incroyable. Il y avait Léa Torrieri qui a été également invitée dans le podcast avec une série photo sur une Brit Mila, donc une circoncision d'un bébé, et la présence de l'arrière-grand-mère qui était là dans la famille depuis longtemps. Il y avait Jean-Baptiste Chauvin qui avait également une série sur un mariage. Enfin, il y avait vraiment des belles séries en face, et j'ai pas considéré que c'était gagné d'avance quand j'ai vu ces séries-là. Il se trouve que j'ai gagné avec ma série sur les sapins, que vous avez peut-être déjà vu, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur mon site internet. Je vais la publier dans l'article qui est lié à cet épisode. Mais en gros, un matin, en amenant mes enfants à l'école, un matin de janvier à l'époque, parce que décembre c'est pas encore le moment, j'ai commencé à voir plein de sapins jetés sur le bas-côté de la rue, et à me dire tiens, c'est marrant, il y a 15 jours ce sapin c'était la star de la maison, aujourd'hui c'est une poubelle qu'on jette quoi. Et donc j'ai commencé cette série là, et je vais y revenir un petit peu plus loin sur l'importance des séries et pourquoi j'ai commencé cette série là. En essayant de me dire, je trouvais ça très triste en fait que le sapin passe de la star à rien. Et donc j'ai commencé à faire cette série photo là sur le chemin de l'école. Je l'ai continué l'année d'après parce que je me suis rendu compte très vite que c'était pas tout d'avoir la fin de la vie du sapin, c'est-à-dire le moment où il passe à la poubelle. Il fallait que j'ai toute la vie du sapin. Donc l'année d'après, en décembre, j'ai commencé à photographier la vente du sapin, le moment où il passe en solde, parce que le vendeur se rend compte que Noël approche et que les gens qui n'ont pas de sapin commencent à être un peu plus rares. Et donc il faut baisser le prix. Je n'ai pas, puisque je ne fête pas Noël, je n'ai donc pas de sapin à la maison, donc je n'ai pas de photos de sapin en montage avec des enfants qui le décoré, mis en place, qui est mon évolution de cette année. D'ailleurs, au moment où vous écoutez cet épisode, il est peut-être pas trop tard pour que quelqu'un me convie chez lui pour que je photographie et la mise en place et le sapin décoré pour compléter définitivement la série. Mais en tout cas, voilà, telle qu'elle était, on a de la mise en vente à la mise à la poubelle, on a la vie du sapin. Et c'était la seule série sans être humain, mais si je me fie à ce que m'ont dit les juges, j'ai réussi à faire passer quand même une émotion, puisqu'ils avaient tous l'air assez émus. Il y a pas mal de gens qui m'en ont parlé en me disant qu'ils avaient pleuré, ce qui m'a un peu surpris. Mais bon, en tout cas, voilà, ça a fait passer une émotion, ça a fait passer une histoire, ça a fait passer quelque chose. Et j'étais donc assez fier de gagner la Rise Cup. Elle est juste à côté de moi au moment où j'enregistre. Elle va passer une année sur ma cheminée. Je vous avoue que le truc qui m'inquiétait le plus, c'était de ramener la Rise Cup à la maison et la réaction de ma femme face à ce truc énorme. Mais en fait, tout le monde à la maison était très très fier de moi. Et du coup, je suis très fier de moi aussi. Et comme le disait Barbie, j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là et je l'ai mérité.
Je vous l'ai dit en intro, je suis pas très très compétitif en temps normal, dans le sens où j'ai pas besoin de compétition pour connaître ma valeur, j'ai pas besoin de battre les autres pour connaître ma valeur. Je pense que ma valeur n'est pas liée à la valeur de quelqu'un d'autre. J'ai une conscience assez forte de ce que je vaux réellement. J'ai la chance de bien tourner en tant que photographe professionnellement. Mais je dois avouer que ça fait beaucoup de bien de remporter un prix comme ça. C'est une vraie reconnaissance. C'est quand même un jury professionnel. C'est quand même pas n'importe quel photographe. C'est des gens reconnus à travers le monde. Et donc, sans réellement en avoir besoin, c'est quand même agréable d'avoir une confirmation que je vais dans la bonne direction, que je suis capable de faire du bon travail, que je suis capable de raconter une histoire qui parle à des gens, ce que je ne cherche pas toujours à valider, parce que je rends mon travail, j'ai parfois des retours des clients, mais parfois pas, et on a beau les demander, on n'a pas toujours ce retour-là, donc moi je considère que ce que j'ai fait me convient, j'y reviens de temps en temps, j'y reviens juste avant de le rendre, j'exporte l'album, je laisse passer une journée, j'y reviens, je regarde, je vérifie, je corrige ce qui a corrigé. Quelques semaines après, quelques mois après, j'y reviens également pour revoir ce que j'ai fait et me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. De temps en temps, je demande conseil. D'ailleurs, merci à André Vikledach qui m'a fait ça à Rise Up, justement. On a pris un album duquel j'étais plutôt content et il m'a fait une lecture de portfolio dessus en me disant ce que je pouvais faire de mieux, ce que je pouvais faire de différent, parce que mieux étant toujours une vue de l'esprit très personnelle, mais comment je pouvais améliorer mes albums selon lui. Et c'est un vrai beau retour qu'il m'a fait. Je le remercie d'ailleurs. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'enregistrer un podcast assez prochainement. On est en train de se caler. C'est toujours un peu compliqué quand les gens ne sont pas dans la même ville. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment un bel honneur, une belle récompense. Et je me sens bien après ça. Ça va me faire certainement faire davantage d'efforts sur les concours, pas forcément sur Fearless, parce que je me rends compte que je suis peut-être pas le meilleur fit avec Fearless, mais sur d'autres concours, je suis en train d'identifier un ou deux concours auxquels je pourrais participer cette année. Ce sera plus probablement un seul, parce que j'aime pas me disperser et j'ai jamais beaucoup de temps pour faire ce genre de choses, donc je vais déjà essayer d'en faire un bien plutôt que deux mal. Mais voilà, en tout cas, c'est une réalisation. Que c'est chouette d'être reconnu, même si c'est pas une fin en soi. Et ça fait aussi partie d'une carrière artistique, de montrer ce qu'on fait sous son meilleur jour. Donc je vais vraiment m'y mettre de manière un petit peu plus assidue, en faisant un peu plus de concours, en mettant à jour mon site plus fréquemment, en partageant davantage mon travail. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais faire ce concours qui va me permettre de gagner un peu de followers aussi normalement sur ma page Instagram. C'est aussi une manière de montrer un peu plus mon travail et de le partager, d'avoir des retours et voilà, de me montrer un petit peu plus en tant que photographe et pas que en tant que podcasteur, même si j'ai pas l'impression d'être plus connu en tant que podcasteur qu'en tant que photographe, mais bon, quand même. Ça va m'amener à ce que j'ai retenu de 4 ans de podcast et presque 100 invités. Et ce que j'ai retenu, le premier truc, c'est une série. C'est de faire des séries. C'est comme ça qu'est née la série des sapins. C'est comme ça que sont nées 4 ou 5 séries que j'ai faites, qui n'étaient pas toutes super intéressantes, en toute franchise, mais que j'ai persisté à faire. Il y a une série que j'appelle Elevator Pitch, où dès que je suis dans un ascenseur avec un miroir, je me prends en photo, parce que je pense qu'il faut savoir faire des autoportraits, que j'avais pas forcément envie de faire un autoportrait à chaque fois que je tombais devant un miroir, et que je voulais qu'il y ait une espèce de liant un peu différent. Donc l'elevator pitch me va très très bien, avec cette petite difficulté que je shoote au 35 mm, donc il n'y a pas toujours le recul et la place pour faire une photo nickel, mais justement ça te force à être créatif et à sortir quelque chose. Et puis les séries permettent de raconter une histoire, des fois découvrir une histoire au fil du temps sur les photos. Une de mes séries qui est sur mon site, que j'avais fait, qui s'appelle La rue n'est pas à vendre, qui était sur l'affichage sauvage en ville. En fait, il y a toutes ces grandes affiches qu'on voit partout, et puis il y a plein de petits autocollants, des stickers, des affiches collées un peu partout auxquelles on ne prête pas forcément attention, que j'ai fait pendant longtemps, que je continue à faire assez régulièrement,
qui m'a amené à un moment à m'interroger. On voit toutes ces affiches sur les otages israéliens qui sont encore retenus, donc il y a des affiches pour ramener les. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui arrachent ces affiches et j'ai une incompréhension assez forte là-dessus. En fait, quel que soit le camp dans lequel on est, on a le droit de penser ce qu'on veut, mais j'ai un petit peu de mal à comprendre comment on peut arracher l'affiche d'une vieille dame ou d'une femme ou d'un bébé, parce qu'il y a un bébé quand même dans les otages, qui n'est qu'une victime en fait et qui n'a rien fait. Et pourquoi on arrache ça? Donc je voulais garder une trace de ça. Donc cette série a évolué vers ça. J'en ai parlé dans une vidéo YouTube qui va sortir prochainement, que je publierai. Mais voilà, ces séries évoluent dans des choses, sur des témoignages d'une époque aussi. Et des fois, ça vaut le coup de continuer longtemps quelque chose sans forcément comprendre pourquoi on le fait et où ça va mener. Mais des fois, l'histoire, le lien arrive après. Des fois, on a besoin de regarder en arrière pour connecter les points. C'est un discours célèbre de Steve Jobs. Je vous invite à le revoir. Je le mettrai dans les notes d'épisode. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est l'importance d'avoir une culture photographique. Et par culture photographique, je parle des classiques. Je ne parle pas d'Instagram, parce qu'Instagram n'est pas curated, donc il n'y a pas de sélection qui est faite à l'entrée. N'importe qui peut partager n'importe quoi. Et du coup, on voit la mode, on ne voit pas la qualité réelle. Donc il y a de la mode qui est de la qualité, c'est pas incompatible. Mais quand on prend un livre photographique, un vrai livre qui a été édité par un vrai éditeur, avec un vrai regard, voire plusieurs vrais regards au moment du tri des photos, du séquençage, et toutes ces choses-là, c'est pas la même chose que de voir les photos sur Instagram présentées en feed par un algorithme trié qui va essayer de vous montrer plus ou moins tout le temps la même chose pour vous garder le plus longtemps possible accroché à l'écran. Un livre, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aimera moins. On va découvrir des choses, on peut passer du temps dessus. C'est en beaucoup plus grand format que sur un écran de smartphone. Et il y a surtout des photos qui sont historiques et qui sont importantes à comprendre. C'était un des exercices dans le workshop avec Eric Bouvet, Rise Up, de reconnaître les photos des grands maîtres. Et il y en a beaucoup et elles ne sont pas bonnes par hasard. Et donc se poser devant ces grandes photos, essayer de comprendre ce qui fait qu'elles fonctionnent, ça vous aidera forcément à un moment à essayer d'améliorer vos photos par mimétisme, en fait, vous allez intégrer les choses qui font bien. Et souvent, quand je fais un épisode de podcast, quelqu'un me dit, je dis c'est quoi tes influences? On me dit les films. Et si vous regardez les photos de certains, effectivement, c'est très inspiré des films parce qu'il y a la colorimétrie, il y a la construction, il y a les trois plans plus ou moins rapprochés pour raconter l'histoire, qui est aussi une des choses que j'ai compris cette année sur ce qui pouvait manquer parfois à certaines de mes photos. C'est que souvent, je suis toujours à peu près à la même distance et je ne prends pas le recul ou l'avance pour faire toutes les scènes. Donc je le fais plus ou moins sur la journée en fait, mais par moment je devrais le faire plus et je le fais pas. Mais voilà, en tout cas, cette culture photographique, c'est quand même quelque chose d'indispensable aujourd'hui pour quelqu'un qui veut essayer de faire un travail de qualité. Et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, j'ai des livres photos de Saul Leiter, donc il a fait Early Color et Early Black and White. Donc le plus connu c'est Early Color, il me semble. Mais le Early Black and White est très intéressant et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que quand j'ai des photos avec une personne âgée à faire, des photos de famille, des photos de groupe, assez fréquemment je fais une photo où je mets la personne âgée qui fait une tête par accord avec le reste de la famille. Donc si la famille sourit, je vais lui demander de faire la tête. Si la famille se comporte de manière plus calme, je vais lui demander de faire un petit sourire un peu énigmatique, mais je vais souvent l'asseoir là où je vais mettre tout le monde debout, par exemple, sur un banc ou quelque chose comme ça, et c'est une photo que lui a fait. Donc quand j'ai un grand-père avec ses petits-enfants, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je vais souvent faire cette photo-là où je vais le mettre lui sérieux, et les petits-enfants qui font des grimaces ou des choses comme ça, ce petit contraste, je l'ai trouvé là-dedans. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite que je reproduisais cette photo, mais je reproduis cette photo parce qu'elle m'a marqué au moment où je l'ai vue, et j'ai trouvé justement ce contraste-là
assez mignon. Il y a l'âge et la jeunesse d'un côté, il y a un tempérament et un autre tempérament de l'autre, il y a assis, debout, il y a la vieillesse, la jeunesse, il y a plein de choses qui se mettent en balance en fait, et qui permettent d'équilibrer l'image autrement que par la composition, qui est aussi importante, mais voilà, en tout cas, ça se présente. Donc la culture photographique, la lecture de livres est importante, c'est pour ça que je vous offre un livre également. Pour ce Noël, j'aurais probablement fait, même si je n'avais pas eu ce livre-là sous la main, j'en aurais acheté un pour l'offrir. La troisième chose que j'ai appris, c'est la patience. Et ça, c'était vraiment pas mon point fort quand j'ai commencé. C'est toujours quelque chose sur lequel j'ai régulièrement du mal à me fixer. Mais me poser et ne pas faire la photo immédiatement à la seconde où je fais mon cadre, peut-être attendre qu'il se passe quelque chose. Je crois que c'est certainement le biais le plus commun chez les photographes, de faire la photo tout de suite et de pas forcément attendre le meilleur moment, ou alors de mitrailler en se disant que dans le temps on aura le bon moment. Mais en fait, apprendre à attendre qu'il se passe quelque chose, à identifier, c'est vraiment une des plus grosses évolutions que j'ai eues photographiquement ces derniers temps. Ça me permet de faire moins de photos sur un événement, d'avoir moins de photos à trier, surtout après, et d'aiguiser mon œil à repérer les choses. Et par moment, en fait, quand on est dans un coup de rush, il se passe plein de choses, de m'arrêter, de respirer et de me dire d'accord, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et en fait, en général, ce que je fais quand je prends ce moment de réflexion, j'essaie de faire un cadre droit, parce que il y a pas de, enfin, c'est rarement intéressant quand on est de travers par rapport à tout, mais en fait, quand il se passe quelque chose, le simple fait de décider d'un cadre élimine la plus grosse partie de la réflexion sur la construction de l'image derrière. Et donc, la patience, le fait de s'arrêter, le fait d'être capable de respirer et de réfléchir et de ne pas réagir tout le temps dans la panique, c'est un des points sur lesquels j'ai quand même pas mal évolué ces 4 dernières années. L'editing, c'était pour moi une torture. C'est vraiment pendant les 7-8 premières années de ma vie de photographe professionnel, l'editing, c'était vraiment le truc que j'avais pas envie de faire. Donc j'ai toujours développé des stratégies pour y aller assez rapidement, être capable de trier plus vite, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'était vraiment quelque chose que j'aimais pas faire. Retoucher, c'était pas quelque chose que j'aimais faire. Y revenir encore moins. J'avais aucune envie de revenir sur des images que j'avais terminées, que j'avais rendues. Et finalement, je me suis dit que peut-être que j'avais un petit raté de ce côté-là, parce que j'ai des bonnes images et parfois je ne sors pas les meilleures. Et donc, prendre le temps de faire un bon editing, prendre le temps de regarder les images qu'on n'a pas retenues pour s'assurer qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose, prendre le temps de comparer dans ces images laquelle on a retenue par rapport à celle qu'on n'a pas retenue, prendre le temps de revenir sur ce qu'on a fait, ce qu'on a rendu, de reprendre certaines retouches, parce que à un moment je rendais l'album et si j'y revenais je me rendais compte que toutes les balances des blancs n'étaient pas forcément très très raccord, alors que ça ne demande pas un effort surhumain de reprendre 1, 2, 3 ou une dizaine d'images pour s'assurer que vraiment tout colle bien. Voilà, j'y reviens régulièrement, j'y reviens même longtemps après. Souvent je retourne dans mes albums que j'ai rendus. Alors ça c'est pareil, l'importance d'avoir une galerie, un système de galerie. Je suis chez PeakTime, mais de garder tous les albums en ligne et de pouvoir y retourner de temps en temps sur les albums rendus pour voir les photos qu'on a rendues au client, que le client revient voir assez régulièrement. C'est un point assez important et c'est certainement une des causes majeures de mon évolution photographique ces dernières années. Et la dernière qui est rentrée dans ma tête grâce au podcast, c'est les masses dans l'image. Alors grâce au podcast et un petit peu hors du podcast, parce que c'est les discussions qui suivent assez fréquemment les enregistrements de podcast, mais c'est quelque chose auquel je ne faisais pas forcément attention sous cette forme-là. Donc les masses, c'est tous ces, si vous dessinez l'image, si vous dessinez votre photo en fait en termes de masse relative, qu'est-ce qui prend le pas, qu'est-ce qui prend pas le pas, ce petit badge carré blanc qui est dans un coin de l'image, est-ce qu'il attire le regard ou pas jusqu'à maintenant? Comme c'est mes images et c'est mes bébés, je n'y prêtais pas forcément tout le temps attention et à force d'en discuter, à force d'en parler, à force d'avoir des réflexions sur certains aspects de mes images, et puis le
le point final, parce que ça c'est très important aussi, c'est que souvent on vous prépare pendant longtemps à avoir une réalisation. Donc c'est quelque chose qui peut revenir une fois, deux fois, trois fois, vous y prêtez pas vraiment attention. Et à un moment, quelqu'un appuie dessus, met le coup de marteau final et le clou il rentre en fait. Et ça m'est arrivé. Donc c'est une discussion que j'ai assez régulièrement et assez fréquemment avec plein de monde. Et en fait, c'est pareil, c'est encore une fois Eric Bouvet qui contrôle les portfolios. Ils ont fait une présentation de portfolio devant lui. Il sort une image que j'aime bien, sur laquelle j'ai toujours eu un regret de ne pas avoir plus reculé au moment où je l'ai faite. Lui me dit non, toi tu dois avancer dans cette image-là. Et il y a notamment, donc c'est pour ceux qui connaissent un petit peu mon Instagram, c'est une image avec des paparazzis en fait. Et lui m'a fait resserrer l'image et notamment dégager un badge qui attirait pas mal le regard dans l'image. Et ça permet de recentrer le regard sur l'image et du coup on voit une personne qui est derrière qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant. Et c'est tout bête, mais cette petite masse blanche dans l'image attirait le regard et détournait le regard de tout ce qui était important finalement. Et le simple fait de la recadrer et donc non pas de reculer mais de rentrer dedans l'a rendue plus forte. Et donc ça vraiment c'est une vraie compréhension. Et également sur deux autres images que j'aime bien, dont je sais qu'il manque un petit quelque chose pour qu'elles fonctionnent réellement, mais que je mettais quand même dans mon portfolio. Eh ben, j'ai réalisé que la masse que représentait le ciel, que j'avais un peu cramé pour avoir des silhouettes, finalement, c'était pas une bonne chose. Donc ces photos, je les ai refaites. Elles vont sortir dans la vidéo YouTube, j'en parle au début. Et j'ai refait des photos similaires au même endroit, différemment. Et ben, je vous invite à regarder l'évolution et à me dire ce que vous en pensez. En parlant d'évolution, on va parler d'expérimenter un petit peu de nouvelles choses. La dernière fois que j'ai expérimenté, c'était le premier épisode que j'avais enregistré tout seul, qui n'était pas si longtemps d'ailleurs, à la rentrée du podcast au tout début de la saison 4. Et les gens ont cru que j'avais été un petit peu déprimé. J'étais pas déprimé, mais j'avoue que j'en avais un petit peu marre et que j'étais à un point en fait où le podcast était une obligation. Il fallait sortir un épisode tous les 15 jours. J'avais sans arrêt du boulot. C'était compliqué. C'était devenu vraiment une obligation et c'était plus très fun en fait à faire. Et j'ai pris une décision en fait en enregistrant cet épisode qui a été vraiment une libération à ce moment-là. C'est que je ferai ce que je voulais faire sans me soucier d'être écouté. Alors évidemment, je préfère être écouté, mais en réalité, j'ai plus envie, plus que d'être écouté, j'ai davantage envie que ce que je fais tienne longtemps. C'est-à-dire que peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, ce que je fais aujourd'hui soit encore pertinent. Et c'est une réflexion qu'il faut avoir quand on est photographe, c'est une réflexion qu'il faut avoir quand on est créateur en fait, de quelque chose. Est-ce que le succès immédiat du podcast m'importe plus que sa pertinence dans quelques années ? Est-ce que si j'ai à choisir, je préfère avoir un peu moins d'auditeurs aujourd'hui, mais savoir que 1, 2 ou 10 épisodes seront importants dans 20 ans par rapport à un photographe que j'ai reçu, et ce sera peut-être son seul témoignage audio de ça. Donc voilà. Donc l'idée que j'ai, c'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, je m'interdisais de faire certaines choses, notamment les épisodes en anglais, parce que j'avais un petit peu peur de perdre tout le monde. Et j'ai dit, mais en fait, c'est dommage parce que je me prive de rencontres intéressantes. Et notamment, j'ai eu une rencontre très intéressante à faire il n'y a pas longtemps avec Daniel Milner. Donc ça, c'est un nom qui va revenir. Il revient de temps en temps dans le podcast, il va revenir un peu dans cet épisode-là aussi. Daniel Milner, c'est un photographe américain qui travaille pour Blurb maintenant, qui n'est plus photographe professionnel, mais qui travaille pour Blurb. Il est creative évangéliste chez eux, qui s'est retrouvé à venir en France pour Paris Photo, et puis il voulait organiser une sortie photo avec Blurb. Et du coup, comme moi j'étais sur place, je l'ai contacté, j'ai dit voilà, si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. Il m'a dit d'accord, on s'est synchronisé. Du coup, on a pas mal discuté ensemble, et dans la discussion, j'ai dit voilà, écoute, j'ai un podcast en France, je suis un des plus gros, ce qui est la réalité. Aujourd'hui, et je lui ai dit j'aimerais bien t'interviewer, est-ce que tu serais d'accord pour m'accorder 1 heure, 1 heure et demie pour enregistrer un épisode, sachant que je n'avais pas la moindre idée de ma capacité à enregistrer un épisode en anglais après 4 ans avec peu de voyages, donc peu de pratique de l'anglais, de ma capacité à rebondir sur les sujets qu'il va aborder par manque de vocabulaire. Ça s'est globalement plutôt bien passé. L'épisode était très intéressant, le photographe est extraordinaire, ça je le savais déjà, et c'était un vrai bonheur de le rencontrer. Mais voilà, après 100 épisodes en français, je me suis dit, c'est quoi ce que je risque ? C'est que la moitié, voire plus des auditeurs ne parlent pas assez bien anglais
et zappe l'épisode. J'ai pas grand-chose à gagner côté photographe invité parce que même s'il m'envoie du monde pour écouter cet épisode-là, ça sera pas de nouveaux auditeurs vu qu'eux ne parleront pas français. C'est encore moins probable que des anglophones parlent français que l'inverse. Mais c'est pas grave. J'ai la chance de parler à un photographe que j'admire. J'ai la chance de vous le faire découvrir. J'ai la chance de vous faire découvrir son univers. Il a des messages importants sur justement le fait de venir d'un univers qui n'est pas Internet. Lui a commencé la photo dans les années 90 avec un appareil argentique. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Je saisis cette chance de parler à quelqu'un que j'admire, que j'aime, que j'apprécie, quitte à perdre un peu d'audience en route. Et peut-être que ça va m'obliger aussi à être un peu créatif sur la manière de partager tout ça et peut-être de trouver un moyen de le faire sous-titrer sur YouTube finalement, ce qui sera aussi une bonne façon de mettre en avant la chaîne YouTube qui va un peu démarrer dans les semaines à venir. Mais voilà, ça va être une expérience. Et à partir de maintenant, en fait, je ne vais pas m'interdire ce genre d'expérience parce que finalement, il y a des photographes qui parlent qu'anglais, qui ont des choses hyper intéressantes à dire. Et si j'ai l'opportunité de leur parler, je le ferai. Vous pouvez me donner votre avis. Je mettrai un sondage dans les notes d'épisode. Alors, je crois que ça fonctionne surtout sur Spotify, puisque mon hébergeur leur appartient. Mais voilà, je mettrai un sondage, et si vous avez un avis à donner, je vous invite à le partager, même dans les notes d'épisode, pas dans les notes d'épisode, mais sur l'article en fait qui accompagne l'épisode, les notes d'épisode. Il y a une possibilité de laisser des commentaires, donc je vous invite à laisser vos commentaires si vous en avez là-dessus. Et donc, je vous disais YouTube, ça va certainement être une de mes tentatives de cette année. C'est quelque chose auquel j'ai résisté longtemps parce que je n'aime pas l'idée de bloquer les gens devant un écran. Mais d'un côté, j'ai envie davantage de montrer ma photographie. De l'autre, j'ai envie de parler davantage de street photographie et je ne peux pas forcément faire que ça sur le podcast, même si je fais ce que je veux en réalité, je viens de vous le dire. Mais bon, j'ai envie de rester un peu ouvert à d'autres choses. Donc je vais me mettre à YouTube sur la street photographie par plusieurs biais. Il y en a que je ne peux pas aborder encore maintenant, mais qui arriveront courant janvier. Il y en a un autre qui est ma chaîne à moi, qui existe depuis longtemps, mais que je n'ai jamais réellement alimenté. Je l'ai toujours dit, j'aime pas particulièrement la vidéo, mais je me dis que je peux me motiver à en faire quand même par l'idée de création et de storytelling. Donc ce que ça ne va pas être, c'est un POV avec des photos. J'en ai déjà fait, je trouve que ça marche pas, mais bon, fallait bien que j'essaye, donc voilà. Je vais essayer de faire autre chose. Je vais essayer alors aussi, oui, sur les POV j'ai réalisé ça. C'est très dur de faire une bonne photo sur une sortie, une seule. Donc quand on se filme pendant 1 heure et qu'on n'a pas la certitude de faire une bonne photo, c'est un peu compliqué de montrer des photos correctes. Donc je vais essayer de faire plus quelque chose qui va être une histoire, qui va raconter quelque chose, qui va essayer de faire évoluer les gens, qui va essayer de faire évoluer sur un sujet. La photo sera une partie de ça, mais ça ne sera pas toute l'histoire. J'ai déjà fait une première tentative sur ma chaîne YouTube, je mettrai le lien dans les notes d'épisode, filmé justement avec Daniel Milnor pendant Paris Photo, pendant la sortie photo avec Blurb. C'est très largement perfectible. Vous allez vous rendre compte si vous regardez que j'ai totalement lâché en cours de route l'idée de filmer. Mais il fallait bien commencer quelque part. J'avais besoin de faire mon expérience. J'avais besoin de démystifier un petit peu cette idée que faire une vidéo, ça allait être forcément très très compliqué. Ça allait beaucoup moins que ce que je pensais. Du coup, j'ai une idée plus précise de ce que ça représente en termes de boulot maintenant. Et donc je vais m'y mettre. Je suis en train d'écrire des scripts pour voir quel sujet je peux aborder, quelle va être la meilleure manière de faire. Ça va certainement pas être foufou au départ, mais je vais faire le nécessaire pour que ça devienne intéressant au gré des tentatives. Sur le sujet YouTube, j'ai aussi enregistré une vidéo avec Guillaume. Je mettrai un lien vers sa chaîne dans les notes d'épisode. Ça sortira en janvier. En fait, il m'a filmé. On a fait une sortie street où moi je prends des photos et lui me filme en fait. Il me pose plein de questions et on discute. C'est une super expérience. Et du coup, je partagerai la vidéo quand elle sera dispo, a priori en janvier. Et ça m'a confirmé une chose, c'est que c'est très difficile de faire ne serait-ce qu'une bonne photo sur une sortie filmée. Je pense que j'en ai 2, voire 3 qui sont plutôt pas mal, pas très bonnes, mais qui pourraient raconter une histoire. Dans la vidéo, vous allez voir que il me dit c'est quoi le plus important. Je dis c'est l'histoire. Et derrière, j'arrive plus à sortir une photo avec une histoire correcte. Donc voilà, c'est quand même une preuve de plus que voilà, la street photographie, ça se fait sur la durée et c'est pas si facile que ça.
à faire. Mais bon, voilà, j'ai envie de créer quelque chose de différent. J'ai envie d'expérimenter d'autres choses. J'ai envie de montrer mon travail davantage. Et donc, ça va être une des évolutions aussi, c'est de tenter une chaîne YouTube. Donc, je vous mets la chaîne dans les notes d'épisode. N'hésitez pas à aller vous y abonner également. Je vous ai demandé de vous abonner à beaucoup de choses aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, ça peut être une évolution. Et j'espère en tout cas que ça vous apportera quelque chose. Et je vais terminer cet épisode sur la leçon la plus importante que j'ai appris de ces 4 dernières années, c'est de sortir faire des photos. Et de ne pas se contenter de théorie, d'aller dans la pratique et de faire et d'échouer et de rater. Je vous l'ai dit, je vais faire cette chaîne YouTube. Je vais commencer en faisant des trucs pas forcément terribles et je vais avoir des ratages, mais l'idée c'est de progresser. On s'en fiche de faire bien du premier coup. L'essentiel c'est de faire, d'avancer et d'arriver à sortir quelque chose qui est bien après. Donc sortez faire des photos, c'est la raison aussi pour laquelle je fais un podcast et j'ai longtemps résisté à la chaîne YouTube, c'est que quand vous écoutez un podcast que j'ai fait, je ne suis pas dans le chemin. Le podcast n'est pas dans le chemin de votre vie et ça ne vous empêche pas de faire autre chose. Donc quand vous l'écoutez, souvent, soit c'est en bossant, soit c'est en retouchant des photos, soit c'est en faisant du sport, soit c'est dans les transports en commun ou dans la bagnole, ou ça peut être en faisant des photos, de la street photographie, parce que vous n'avez pas forcément besoin de vos oreilles, vous pouvez laisser un mode transparence sur vos écouteurs. Donc je ne vous empêche pas de faire des photos. Donc voilà, je vais faire YouTube. Je vais accepter que je vais faire ce boulot pour vous bloquer devant un écran quelque part. Mais voilà, si j'y vais, c'est pour essayer d'apporter plus qu'un POV, ou la liste des 5 tips qui feront de vous un meilleur street photographe. Ça va vraiment être pour essayer de créer quelque chose d'intéressant. Et si ça l'est pas, je compte sur vous pour me le dire. Parce que j'ai pas envie de faire des choses... Je tiens compte des avis des gens. Je fais quand même ce que je veux à la fin. Mais bon, de temps en temps, on se voit beaucoup plus beau qu'on l'est. Et c'est dommage de faire pas bien alors qu'on pourrait faire mieux. Donc voilà, ça va être ça mon actualité cette année. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose, que mon expérience vous aura apporté quelque chose. J'ai essayé, j'y arrive pas toujours, de pas être factuel sur ce que va devenir le podcast, ce que va devenir la chaîne, ce que va devenir mon avenir, mais de vous faire comprendre le pourquoi des choses, de vous faire comprendre ce que moi j'avais compris. En 4 ans, vous avez vu, ça se résume à 6 points en réalité. On n'apprend pas des tonnes de choses sur une durée pareille. Mais si on arrive à progresser sur quelques points, c'est déjà un bon début. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Allez liker ma page Instagram. Non, je ne vais pas vous le refaire. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous retrouve donc dans 15 jours avec la toute première interview en anglais du podcast. Et avant de rendre l'antenne, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je reviens rapidement vers vous avec un résultat pour le concours pour le livre d'Éric Bouvet. Bonne fête! Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. C'est important et ça nous aide à nous développer. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.tlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.